Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. À la 74e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État Idriss Déby Itno, dans son discours, a appelé la communauté internationale à une synergie d'action pour le règlement définitif de la crise libyenne. Décryptage Naïm Ahmad Baba. Immigration, trafic d'armes, terrorisme. Les conséquences de la guerre en Libye se font de plus en plus sentir et s'avèrent particulièrement déstabilisatrices pour une bonne partie du continent africain. La menace sécuritaire apparaît certainement comme étant la plus inquiétante. Le Tchad, le Soudan, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et la République centrafricaine, mais aussi le Burkina et le Mali, souffrent des affres de la crise libyenne à travers la prolifération des armes ainsi que de l'instauration de l'insécurité que font peser les groupes terroristes et les bandits des grands chemins. Conséquence, le développement socio-économique de ces pays, qui aspirent à l'émergence d'ici à 2030, est fortement compromis. Ne pouvant rester indifférents, plusieurs chefs d'État du continent ont lancé des appels pour l'arrêt des hostilités entre les frères ennemis libyens. Le dernier en date a été celui du chef de l'État Idriss Déby Itno, lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Du haut de la tribune, le président de la République a signifié qu'en dépit des initiatives louables de la communauté internationale visant à mettre un terme à cette grave crise, la situation demeure toujours hautement préoccupante et ne cesse de prendre des tournures dramatiques. Pour lui, le règlement de la crise passera par la prise de conscience individuelle et collective des frères libyens eux-mêmes. Ils doivent comprendre, selon lui, qu'ils sont les premiers maîtres et artisans de leur destin et que la violence n'est en aucun cas une option de sortie des crises. Cette crise ne sera résolue pour le chef de l'État que si toutes les dispositions sont prises dans l'optique de l'organisation d'un dialogue global et inclusif devant réunir autour de la table tous les protagonistes de la crise. Dans cette perspective, nous appelons toutes les armées, y compris les chefs des tribus et communautés, à un dialogue national, prélude à la tenue des élections crédibles. Nous sommes toujours disposés, comme par le passé, à soutenir les efforts des Nations Unies et de l'Union africaine pour que la paix et la stabilité reviennent dans ces pays. Le retour de la paix et de la stabilité en Libye conditionne le retour de la paix et de la stabilité dans les pays voisins et dans tout le Sahel dans une large mesure, dira le chef de l'État. Et lui de signifier que dans cette optique, le Tchad plaide en faveur d'une forte implication de l'Union africaine, aux côtés des Nations Unies, dans la recherche d'une solution durable à travers une synergie d'efforts. La première dame Hinda Déby Itno a inauguré ce matin à Farsha, dans le premier arrondissement, le centre IALI pour l'accueil et la réinsertion sociale des enfants en situation difficile. Cette structure est l'œuvre de la Fondation Grand Cœur et de ses partenaires. La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités de marque. Dianodi Nestor. Le centre IALI pour l'accueil et la réinsertion sociale des enfants en situation difficile est un complexe construit sur un site de 2 hectares. Il comprend en son sein un orphelinat, un centre culturel, une école, une administration, une pharmacie, un centre de santé et un terrain de jeu. Cette œuvre est une initiative de la Fondation Grand Cœur. Elle vient d'être inaugurée ce mardi 1er octobre 2019 par la première dame Hinda Déby Itno, fondatrice de cette organisation de bienfaisance avec l'appui de ses partenaires. Cette structure, selon la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, est un rêve devenu réalité. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Mme Hinda Déby Itno, qui après avoir constaté le nombre élevé d'enfants abandonnés, rejetés et orphelins dans nos rues, a décidé de donner une chance à tous ces enfants qui sont les nôtres et qui sont aussi précieux que ceux qui vivent aux côtés de leurs parents, de grandir dignement dans une atmosphère familiale ici même en Djamena. Le projet de construction du centre IALI a été présenté lors de la soirée de gala du tout premier anniversaire de la Fondation Grand Cœur. Profondément touchée par l'errance et l'abandon de ses enfants, la présidente de la Fondation Grand Cœur voulait et souhaitait une structure où ces enfants seraient recueillis afin de bénéficier des soins de qualité,
d'un suivi, d'une éducation et d'une formation adéquate. La ministre de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Ashta Ahmad Breme, représentante sa collègue du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, se dit très contente pour ce cadeau offert par la Fondation Grand Cœur aux enfants démunis. Le phénomène des enfants abandonnés, des enfants sans abri et sans éducation est bien réel. Pour une raison ou une autre, ces enfants, aussi adorables et intelligents qu'ils soient, se trouvent habitants de la rue et se livrent à des activités qui compromettent leur avenir. Sensible à ce phénomène, Son Excellence, Madame la Première Dame Hinde Devi Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, est profondément touchée par ces conditions de vie de ces enfants et tout de suite elle a identifié ce besoin pressant de leur venir en aide. Le centre IALI est un centre d'accueil de référence ouvert aux enfants nécessitant protection spéciale et ceux victimes d'abus. Il est donc sans doute que ce centre viendra appuyer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière familiale et sociale. Et nous sommes donc tous appelés à nous mobiliser, à appuyer cette politique et à accompagner le centre IALI à développer le potentiel et le mieux-être de ces enfants. Occasion pour l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mamad Al-Chansi, d'affirmer que la création de ce centre vient renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Il exhorte les dirigeants de ce centre à faire bon usage afin que les enfants démunis trouvent réconfort en devenant les responsables de demain. En guise de reconnaissance au travail abattu par la Fondation Grand Cœur, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad a remis un cadeau à la Première Dame Hinde Devi Itno. Je vous invite à suivre à présent un extrait de l'allocution de la Première Dame Hinde Devi Itno lors de cette cérémonie d'inauguration. Le centre pour l'encadrement et la formation des enfants en situation difficile, appelé communément chez nous les enfants de la rue, IALI, en réponse à ceux qui appellent ces enfants enfants de la rue. Moi je me dis que la rue n'a jamais enfanté, ce sont nos enfants. Et c'est pourquoi nous avons baptisé ce centre IALI qui veut dire en français mes enfants. Je tiens aujourd'hui à remercier les autorités émiraties d'avoir construit le centre clé en main. Et aussi, je remercie particulièrement Monsieur l'ambassadeur Mohamed Ali, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, pour son engagement, pour son implication pour la construction de ce centre. Je lance en quelque sorte un appel à tous les hommes de bonne volonté, tous les philanthropes, les mécénaires, les organismes humanitaires. Je dirais humblement que la Fondation Grand Cœur est un organisme approprié et un cadre de référence pour toutes les actions en faveur de la promotion et du développement des couches vulnérables. Donc je demanderai à toutes les bonnes volontés de se joindre à nous et ensemble je pense qu'on pourra changer le monde et redonner de l'espoir et du sourire. Merci. Le ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidi Kachoroma, a procédé ce matin au lancement officiel de la rentrée scolaire 2019-2020. C'est le lycée-collège de Walia dans le 9e arrondissement qui a servi de cadre à la cérémonie. Kambeba Théophile. C'est le lycée-collège de Walia, 6 au 9e arrondissement, qui a abrité la cérémonie du lancement officiel de la rentrée scolaire 2019-2020. Face aux partenaires techniques et financiers du département de l'éducation nationale et de la promotion civique, les responsables administratifs et les enseignants. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de N'Djamena a présenté le bilan de la précédente année scolaire.
Dongous Abraï, qui a situé l'importance que les plus hautes autorités accordent à l'éducation de la jeunesse tchadienne, a exhorté ses collaborateurs à plus d'engagement pour des résultats aussi meilleurs que ceux de l'année 2018-2019. Quant au ministre, il a précisé que cette rentrée scolaire 2019-2020 est placée sous le signe du renforcement des apprentissages et de la promotion de l'éducation civique. Aboubakar Assedik Chourouma de préciser que ces thèmes visent à mobiliser tous les acteurs du système autour de l'école afin de restaurer l'école tchadienne dans son rôle de promotion des valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et de développement des apprentissages, notamment en sciences pour un Tchad émergent à l'horizon 2030. Le ministre d'ajouter que l'enseignement fondamental doit être considéré comme un tout avec un cycle primaire et un cycle moyen afin de pourvoir les enfants tchadiens de deux sexes d'un socle de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes leur permettant de comprendre leur environnement. Au niveau du secondaire, dit-il, on cherchera à consolider les acquis du fondamental, donner à l'élève de nouvelles connaissances dans les domaines scientifiques, littéraires et artistiques. Pour constater l'effectivité de cette reprise, le ministre et sa délégation ont visité quelques salles de classe du lycée-collège de Walia. Dans les autres établissements de la capitale, cette rentrée scolaire n'a pas été effective. Du lycée de Gassi dans le 7e arrondissement, en passant par le lycée féminin dans le 5e arrondissement et les établissements renommés tels que le lycée Félix Eboué et le lycée de l'enseignement technique et commercial situé dans le 3e arrondissement, très peu d'élèves ont fait le déplacement de ces établissements. La plupart se sont présentés sans la tenue scolaire, même au lycée de Gassi où certains enseignants ont pu échanger avec leurs élèves. Nous, le matin, les collègues sont venus et certains sont venus même donner le programme déjà. Comme on a pris la nouvelle des salaires, ils sont partis prendre leur salaire. D'ici, vraiment, demain, les cours vont être vraiment 5 sur 5. Certainement, la situation financière serait la cause de ce manque d'engouement, car les responsables administratifs de ces établissements publics n'ont pas pu inscrire et réinscrire plus d'un quart de l'effectif des élèves enregistrés l'année dernière. Une occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de situer les ambitions du gouvernement par rapport à l'année scolaire 2019-2020. Un extrait de ses propos. L'une des visions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, est de faire de l'école tchadienne un cadre de brassage de jeunes où seront enseignés l'écriture, la lecture, le calcul, les valeurs morales de paix, de tolérance et de respect d'autrui. C'est aussi le lieu où les enfants n'auront d'autres compétitions à mener que celle de la meilleure note à obtenir avec dignité. Bref, une école où se fera favoriser la culture de l'excellence, la non-exclusivité et le respect de l'approche genre, le bilinguisme, adopté par le gouvernement et consigné dans la Constitution de la République du Tchad, sera respecté et sera appliqué dans nos écoles pour atteindre ces objectifs sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale a pris des dispositions pour tenir compte des exigences des nouvelles écoles tchadiennes. En effet, l'application du décret 1916 relatif aux normes des établissements de fondamentales au secondaire général et technique permettra une gestion rationnelle et efficace des ressources tant humaines que matérielles en vue d'améliorer les apprentissages. Les responsables déjà nommés sont tenus à l'obligation des résultats dont ils sont tous tenus à s'impliquer pour la réussite de notre système. Les élèves de l'École nationale des techniques d'élevage reprennent eux aussi le chemin de l'école. C'est le ministre de l'élevage et des productions animales, Gayam Souari, qui a officiellement lancé la rentrée académique de cette institution. Khaled Aboudna.
La rentrée académique 2019-2020 était déjà effective à l'École nationale des techniques d'élevage ENATI. Elle est officiellement lancée par le ministre de l'élevage et des productions animales Gayan Soiré. Les élèves, le corps enseignant et plusieurs invités ont répondu présents à cette cérémonie qui marque le démarrage des cours dans cette école qui forme dans le domaine de l'élevage. Le directeur de l'ENATI a remercié le gouvernement, en particulier le ministère de l'élevage, pour les efforts consentis ayant permis le démarrage des cours à temps et a relevé quelques manquements qui entravent le bon fonctionnement de l'ENATI. L'ENATI a contribué de manière considérable à la formation des cadres d'exécution, infirmiers vétérinaires et agents techniques d'élevage, des cadres d'application, adjoints techniques d'élevage et techniciens supérieurs, et à des recyclages continus des techniciens du ministère en charge de l'élevage à travers des formations modulaires. Et demain, les principaux pourvoyeurs du ministère en charge de l'élevage en agent d'intervention sur le terrain. L'un des problèmes majeurs qui entrave la bonne marche de l'ENATI est l'indisponibilité des ressources adéquates, car l'École nationale technique d'élevage a fonctionné exclusivement sur les fonds de l'État qui sont difficilement mobilisables. Le ministre de l'élevage a demandé aux responsables de l'ENATI de tout mettre en œuvre pour assurer un encadrement adéquat aux élèves afin qu'ils puissent contribuer à la modernisation du secteur élevage au pays. Une réforme des programmes de l'ENATI qui prend en compte la stratégie éducation, formation en liaison avec l'emploi s'impose, surtout quand il s'agit d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en matière de modernisation et d'intensification dans le domaine de l'élevage, tout en préservant le capital productif par une meilleure gestion des ressources animales et pastorales dans un contexte de fréquents changements climatiques, doit opérer une adaptation structurelle et fonctionnelle. C'est ainsi qu'en dépit de la situation économique difficile que traverse le pays, des efforts sont consentis pour faire de l'ENATI une école professionnelle de référence. Le ministère de l'élevage et des productions animales prend acte de toutes les difficultés que rencontre l'ENATI et promet d'y apporter des réponses adéquates en améliorant les conditions des étudiants par la mise à leur disposition d'un laboratoire bien équipé, d'une ferme expérimentale ainsi que d'une clinique vétérinaire opérationnelle. Pour encourager les enseignants à donner le meilleur d'eux, des ordinateurs leur ont été offerts. Dans la province du Chariba-Guéry, c'est le lycée moderne de Koundoul qui a abrité le lancement officiel de la rentrée scolaire. Lancement fait par le gouverneur de la dite province en présence des autorités locales et parents d'élèves. Mohamed Oumar Moussal. Cette mobilisation des enseignants, élèves et parents d'élèves au lycée moderne de Koundoul marque le lancement officiel de la rentrée scolaire 2019-2020 dans la province du Chariba-Guéry. Dans la cour, tout comme dans les salles, les élèves sont présents et prêts pour recommencer les cours. Après avoir dressé le bilan positif de l'année écoulée, le délégué provincial de l'éducation nationale du Chariba-Guéry salue les engagements du couple présidentiel en matière de l'éducation nationale. Je voudrais vous dire que le problème le plus récurrent, qui est celui des tables-bancs, qui échappe à tout le monde, franchement, est en train d'être réglé parce que son Excellence Indade Itno nous offre 1000 tables bancs. Nous disons merci à celle qui a vraiment eu cette volonté de nous donner. Sur ce, je profite de ce micro pour remercier le couple présidentiel qui ne cesse de se battre pour le bien-être social. Le gouverneur de la province du Chariba-Guéry, Aboubakar Djibril Aboubakar, remercie les enseignants d'avoir passé une année sans grève et leur demande à mettre du sérieux pour sauver l'année scolaire en cours. Il réitère sa confiance aux enseignants et promet apporter sa contribution. Juste après le lancement officiel de la rentrée des classes, le gouverneur et son staff ont visité quelques classes pour prodiguer des conseils aux élèves relatifs à l'application du bilinguisme et la cohabitation pacifique. Le premier jour, ce n'est pas tout le monde qui est là. Vous dites à vos camarades que les cours ont effectivement commencé. Tout porte à croire que la rentrée scolaire est bel et bien effective dans la province du Chariba-Guéry.
À Ati, dans le Bata, la rentrée scolaire 2019-2020 a officiellement été lancée par le préfet du département du Bata Ouest, Fatime Boukar Kossi. Les détails avec Mahama Taïr de Benalour. Les parents d'élèves, les chefs de carré d'Ati et les autorités administratives du Bata Ouest ont accompagné les enfants élèves et ont franchi les portes de l'école, donnant ainsi un coup d'envoi à l'opération L'école d'abord. Cette cérémonie, couplée au lancement de la rentrée des classes, a débuté par l'entonnement de l'hymne national. Ensuite, le mot de bienvenue du comité d'organisation. Ensuite, le proviseur du lycée Assil Ahmad Akhabash et l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Bata Ouest ont dans leurs interventions salué le lancement de cette opération qui va sans nul doute galvaniser les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes. S'adressant aux parents, le préfet du Bata Ouest, Fatime Boukar Kossi, leur demande de cesser de domestiquer leurs enfants ou de les rendre bouviers, mais qu'ils les envoient à l'école. Que vos réunions de famille, que vos meetings dans les cérémonies traditionnelles soient orientés vers l'éducation des enfants. Ne les rendez pas victimes de l'ignorance. Aidez-les à être des acteurs du développement socio-économique, politique de la vie, voire du monde même. Les élèves sont visiblement très excités et contents de retrouver leurs enseignants et leurs amis des classes. Volet éducation toujours, sachez que le préfet du département du Borkou, Hadi Awa, a reçu des fournitures scolaires au don de la députée Mansoura Hamida Nouri pour permettre aux élèves de bien entamer la rentrée scolaire. Boussou Kigé-Ferna. Contribuer à l'épanouissement socio-éducatif des enfants de la province du Borkou est l'une des préoccupations majeures de la députée Mansoura Hamida Nouri. C'est dans cette optique que 600 livres de mathématiques au niveau 6e ont été réceptionnés par Madame le préfet du département du Borkou, Hadjawa Hassani, et remis officiellement à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse du Borkou. Remettant ces dons de livres, Madame le préfet Hadjawa Hassani a interpellé les fils et filles du Borkou à divers niveaux à emboîter les pas de leur sœur Mansoura Hamid pour le bien-être de leur cadet. Abdallah Ali Bizet, délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Borkou, d'adresser ses remerciements à l'élu de la province Mansoura Hamid Nouri pour ses œuvres salvatrices dans le cadre de l'éducation dans le Borkou. Il a saisi l'opportunité pour solliciter l'appui financier des parents d'élèves et cadres du Borkou pour soutenir les enseignants. Cette année, si les parents ne serrent pas leur ceinture, je crois qu'à peu près 60% des écoles vont fermer leurs portes parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Tous les enseignants sont partis avec l'affectation au niveau de N'Djamena. Il reste que peu d'enseignants et on vient d'avoir peu d'enseignants. Donc, maintenant vous êtes avertis, chers parents, vous allez prendre en charge là où il y a le problème d'enseignants. Il a enfin souligné que ces livres seront distribués équitablement dans les différentes inspections pédagogiques de la province du Borkou. Les fournitures scolaires, les élèves en ont besoin. C'est pourquoi les parents d'élèves se bousculent devant les papeteries et aux abords des boulevards pour s'en procurer. Chose vue et entendue avec Omar Ibrahim. Le phénomène est presque habituel pour les vendeurs de fournitures scolaires. À l'approche de chaque rentrée académique, ces derniers exposent leurs articles sur les grandes artères de la ville. De leur côté, les parents d'élèves s'agitent ça et là dans le but de se procurer des fournitures scolaires à leur progéniture. Tout le monde n'est pas égal. Donc il y a des gens qui ont un revenu un peu élevé, et des gens qui ont un revenu un peu bas. Donc ça peut pas être la même chose. Maintenant s'il y a une aide ou bien une contribution au niveau de l'État, si peut amener ou bien subventionner ces prix-là, comme ça tout le monde peut les acquérir, ça peut arriver tout le monde. Nous sommes à l'aube de la rentrée scolaire. Et je suis venu chercher les fournitures pour permettre à mes enfants d'aller à l'école demain. Sauf que les fournitures sont chères et il n'y a pas aussi l'argent. Ça fait qu'on ne sait quoi faire. Même climat devant les papeteries au marché central, où la mobilisation des parents d'élèves est à tous azimuts. Moi je viens pour chercher des cahiers, mais par rapport à l'année dernière, j'observe qu'il y a vraiment de surenchères. Mais on ne comprend plus rien. J'achète le minimum pour permettre aux enfants de démarrer. En attendant,
Pour les papetiers, il n'y a pas une grande affluence cette année, car constate-t-il une différence entre les 2 années antérieures. L'année passée, surpassée, parce que dès le début, il y a beaucoup d'acheteurs. Mais cette année, les achats sont très faibles. Cependant, il faut signaler que la rentrée scolaire 2019-2020 est déjà effective. Pour ce 1er octobre, et le bon élève doit se munir de ses fournitures scolaires dans sa salle de classe. Tout autre chose à présent, le comité de suivi des résolutions du Forum national inclusif continue sa sensibilisation sur l'état des lieux de la mise en œuvre des 74 résolutions. C'est le Conseil économique, social et culturel qui a reçu ce matin le dit comité avec à sa tête son président, Dr Nouradine Delwa Kassiré-Koumakoy. Un reportage signé Damgue Joël. Le Conseil économique, social et culturel est l'une des hautes institutions de la République qui a vu ses pouvoirs renforcés dans la loi fondamentale de la 4e République. Une année après la marche du Tchad vers son développement selon le schéma tracé par le Forum national inclusif du 19 au 27 mars 2018, le président du comité de suivi des résolutions du dit forum, Dr Nouradine Delwa Kassiré-Koumakoy, par ailleurs ministre d'État, ministre conseiller à la présidence, et ses collaborateurs, échangent avec les membres de cette institution consultative sur la mise en œuvre des expressions de la volonté du peuple ressorti lors du Forum national inclusif. Abdelkerim Ahmadaï Bakit, président du Conseil économique, social et culturel, se félicite de la place de choix accordée à son institution lors de ses assises. Le Conseil économique et social, pour beaucoup de Tchadiens, trouve en ce conseil qu'un conseil budgétivore. Or, c'est un laboratoire d'idées, un laboratoire vêtu que le grand frère Kassiré a su défendre valablement, objectivement, et en sa qualité d'un homme d'État et sachant le rôle que doit jouer ce Conseil économique et social, qui est un démembrement des Nations Unies. Informant les conseillers de la République du niveau de réalisation en termes des actions de réorganisation du régime politique et de réaménagement des grandes institutions de la République, Senoussi Hassan Abdoulaye, deuxième rapporteur du comité technique de rédaction, se montre rassurant. La troisième résolution, c'était, certains l'avaient suggéré dans le cadre du travail qui s'est fait au niveau du comité technique, de faire désigner les provinces par des points cardinaux. Et la discussion au niveau du forum a fait rejeter cette désignation de province par les points cardinaux. C'est ainsi que l'ordonnance 001 a fait maintenir les noms des anciennes régions pour ce qui est de nouvelles provinces. Les noms n'ont pas véritablement changé. Pour le vice-président du comité de suivi, Abdoulaye Mbodoumbami, les réalisations dans le cadre de la recherche de la concorde nationale sont satisfaisantes. La résolution 29, c'est celle qui consiste à constitutionnaliser la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en tant qu'autorité administrative indépendante. Vous savez le rôle important qu'une telle commission doit jouer dans un état de droit. Et pour effectivement renforcer l'état de droit au Tchad, au Forum national inclusif, les participants ont décidé effectivement de constitutionnaliser la CNDH, et ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la CNDH, elle est opérationnelle, elle est constitutionnalité opérationnelle, et les membres sont même nommés. Les questions de l'application effective de la loi sur la parité, le non-respect de certaines résolutions proposées lors du Forum national inclusif, l'insuffisance des moyens permettant aux institutions nouvellement créées d'atteindre leur mission sont relevées par les conseillers de la République. Le changement étant un processus, l'équipe que dirige Dr Nouradine Delwa Kassiré-Koumakoy rassure les conseillers de la République que tout sera mis en œuvre le plus tôt que possible pour le bonheur de tous. S'adressant au conseiller de la République, le président du comité de suivi, Dr Nouradine Delwa Kassiré-Koumakoy, leur rappelle la noblesse de leur mission, chose qui a valu le renforcement de leurs prérogatives. Un extrait de ses propos. Le but de tout ce qu'on a fait au forum et aujourd'hui, c'est pour ça. L'institution qui est actuellement ce que vous êtes est le symbole social, le symbole qui doit unir tous les Tchadiens. Il n'y a pas les 4 points cardinaux sont là, on peut s'en servir, mais c'est pour les orientations. On ne peut pas agir sur cette base. Pendant les débats de forum, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas quelle est l'utilité du Conseil économique et social. Ils ne le savaient pas. On vous dit Conseil économique et social.
Si nous n'avons pas les bons conseils, on n'a pas d'équilibre économique, on n'a rien de social, nous ne vivons plus. Tout ce que nous faisons, c'est pour le social. Le social, c'est nous-mêmes. Parce que vous qui êtes là, c'est le symbole de la nation. Bonne nouvelle pour les usagers, un nouveau pont à double voie enjambera dans 18 mois environ le fleuve Chari. Suspendu depuis des années, les travaux ont repris. Ce matin, le ministre des Infrastructures, Abderrahmane Mokhtar Mahamat, est descendu sur le terrain pour se frotter aux réalités. Alima Ahmad Bello y était pour le compte de la télévision nationale. Voici grandeur nature, le futur pont sur le fleuve Chari à Chagua. Du moins sa maquette. C'est un pont à double voie long de 320 mètres avec un tronçon de plus de 2 km qui relie Walia à Nguili. C'est une première en Tchad. C'est un pont en béton pré-contraint. C'est la première expérience en Tchad. C'est en double voie et avec une piste cyclable de part et d'autre, ce qui est un peu rénovateur par rapport aux anciennes routes. Vous voyez ici, c'est les deux voies avec une piste cyclable et avec un trottoir et avec le DBA séparatif. Ça, c'est le 3D Max, c'est la perspective du pont. Et même la route, elle va reprendre le même profil en travers le long de tout le projet. Donc c'est 3 km en double voie pour essayer de raccorder entre la route de Chagua et la route de Nguéri. Longtemps suspendu, les travaux ont repris de plus belle. 18 mois, c'est le temps qu'il faut à l'entreprise CGCOC pour livrer cet ouvrage. Déjà, des caterpillars en action imposent leurs autorités. Chacun a le cœur à la tâche. Dans cette ambiance, arrive le ministre des Infrastructures, des Transports et des Désenclavements. Abderrahmane Mokhtar Mahamat arbore son casque et commence la visite du chantier. À chaque pas, il s'arrête, inspecte tous les coins et interroge. Le ministre tient à cet ouvrage qui coûtera à l'État plus de 28 milliards de nos francs. Ayant seulement un seul pont qui traverse N'Djamena vers le sud, avec tout ce qu'il y a comme difficulté donc de circulation, et en ayant un deuxième pont, donc ça rendra beaucoup plus fluide. Et c'était le souci donc du chef de l'État, c'était d'avoir ce deuxième pont pour rendre donc circulable donc dans tout le sens du côté donc de la voie Taïwan que du côté de l'ancien pont de Chagua. Et comme ça, pour tous ceux qui auront à passer vers Nguéli, donc traversons là, et la fluidité donc sur la circulation, donc on gagnera beaucoup. Donc de tout cela, il y aura moins d'accidents, il y aura moins donc de tracasseries par rapport à tout cela, donc, et c'est important. Voilà qui est dit. Cet ouvrage conçu à la dimension des attentes de la population donnera une belle allure à la ville. Et ce n'est pas tout. Le tronçon qui descend du pont pour rallier Nguéli passera par Walia. Des dallos sont aussi prévus. Même si ça touche les habitations, le ministre des Infrastructures rassure. Sont sur l'emprise, donc ce sera, disons, ils vont quitter donc le lieu et chacun sera indemnisé, donc la voie va être maintenant utilisée pour tout le monde, donc c'est important. Plein d'assurance, le ministre Abderrahmane Mokhtar Mahamat quitte les lieux. Dans 18 mois, l'ouvrage va enjamber le Chari. Les routes en terre laisseront place au bitume. Un pas de plus vers le désenclavement sera ainsi marqué. Et puis dans le cadre de l'appui au programme de développement économique et social au projet de l'antiterrorisme, le gouvernement japonais vient d'accorder un don de financement d'un montant de 1,65 milliard de francs CFA au Tchad. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'économie Issa Doubragne. Falambi Soulga. Le gouvernement du Japon appuie le gouvernement tchadien à travers deux accords de dons. L'un est un appui alimentaire d'urgence en vivres et coupons au profit de la population touchée par la crise alimentaire et l'autre pour l'équipement d'antiterrorisme dans le cadre du programme de développement économique et social d'un montant de 300 millions de yens japonais, soit 1,65 milliard de francs CFA. La directrice pays du programme mondial alimentaire au Tchad rassure le donateur que son organisation contribue à la revitalisation des zones affectées par des crises en soutenant le développement et la croissance locale pour éliminer les causes profondes d'instabilité et la pauvreté. Pour le diplomate japonais, son gouvernement vient à travers ces gestes
prêter main forte au Tchad dans sa lutte contre le terrorisme. Face aux crises sécuritaires et alimentaires, le Tchad est en pleine difficulté. C'est dans ce contexte que le Japon, responsable de la paix et de la stabilité dans le monde, a décidé d'offrir de nouveaux dons pour le projet de lutte contre le terrorisme. Selon le chef du département de l'économie et de la planification du développement, ce don permettra au Tchad de lutter contre le terrorisme d'une part et de soutenir les réfugiés d'autre part. Le Tchad accueille actuellement plus de 460 000 réfugiés qui ont fui la violence dans des pays voisins. Et nous travaillons quotidiennement pour améliorer leur vie, et ce, en dépit de nos difficultés que nous n'avons jamais cessé d'énumérer. Ces réfugiés bénéficient au même titre que les Tchadiens à l'accès aux services sociaux de base, à l'accès aux services, n'est-ce pas, de production tels que la terre qui est devenue, n'est-ce pas, pour eux une denrée rare et qui permettrait à terme de renforcer leur résilience. Malgré les nombreux défis, comme je l'ai dit, mon pays, le Tchad, demeure la pierre angulaire de la stabilité dans la sous-région. Ces pays, le Tchad, continue de démontrer une forte capacité de résilience en dépit des chocs multiformes, surtout sécuritaires, humanitaires, financiers, ainsi que toutes les pires formes de fragilité dues au changement climatique auquel il est confronté. Issa Doubraï a saisi cette opportunité pour appeler les récipiendaires à une bonne gestion de ces moyens offerts gracieusement par le gouvernement japonais. Dans un communiqué officiel, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que la séance plénière du mercredi 2 octobre 2019 relative à l'examen du projet de loi est reportée à une date ultérieure. Le secrétaire général compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés N'Djamena le 1er octobre 2019. Ce communiqué est signé du secrétaire général Dr Beyom Malo Adrien. Il vous souviendra qu'hier, les élus du peuple ont adopté 2 projets de loi liés au secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre de l'économie et de la planification et du développement soutient que ces instruments juridiques participent à la promotion de l'emploi pour les jeunes et les femmes, et ce, en parfaite adéquation avec le plan national de développement. Suivez. Dans le cadre de la sortie de crise profonde que nous avons traversée, crise financière donc générée par la baisse du cours du pétrole, la crise humanitaire et aussi avec ses corollaires, crise sécuritaire, le plan national de développement qui a été initié, dont la table ronde a été présentée à Paris, devait être mûrement développé et mis en exergue à travers l'étude de faisabilité des projets, mais aussi à travers, après l'étude de faisabilité des projets, de la mobilisation concrète des ressources pour la traduction dans les faits des projets initiés. Et c'est dans ce cadre que, et tenant compte aussi des besoins de réforme, tant dans le secteur économique que les autres d'ailleurs, que nous vous avons présenté ici avec satisfaction la réforme de notre appareil statistique, qui visait absolument à offrir à notre pays des possibilités de maîtriser ces données. Parce qu'il s'agit vraiment de mieux contrôler nos ressources, nos potentialités, et de maîtriser tout ce qui est endettement, processus d'endettement, mais aussi de planification des investissements en matière économique. On peut le dire, c'est le temps du numérique. Le Tchad ne pourrait pas être du reste, parce que tout est géré sur la base, n'est-ce pas, de cet outil. En prenant l'engagement de doter le pays d'un centre de gestion de bases de données, mais aussi de réaliser un réseau en fibre optique et un réseau d'accès GPON, autant que la modernisation du groupe Sotel, le gouvernement et le chef de l'État en tête a bien voulu moderniser le pays et lui offrir les possibilités tant de créer
la richesse, mais surtout l'emploi. L'emploi dont la jeunesse tchadienne a besoin. L'emploi dont la femme tchadienne a besoin pour son autonomisation. Et aujourd'hui, si l'économie numérique dans les pays développés peut, n'est-ce pas, faire disparaître de l'emploi, il est tout à fait contraire que l'effet est contraire dans notre pays, qui est un pays jeune, et des jeunes diplômés sans emploi pour lesquels l'économie numérique ne peut être qu'une opportunité. Pour le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar, ces instruments juridiques participent au désenclavement du Tchad à travers le réseau fibre optique. Nous l'écoutons. Le projet d'aujourd'hui, qui englobe 3 sous-projets, ça va nous permettre d'avoir un data center, faire des fibres optiques de plus de 12 à 1200 km et en même temps moderniser la SOTEL. S'agissant de la fibre, ça va nous permettre avec les 1200 km de réseau long vol d'atteindre un certain nombre de villes et particulièrement ça va nous permettre de faire le couple à Béché, Gosbeda, Antiman, Tiabé, Sa, Komratova. Et ça nous permettra de sécuriser notre premier réseau qui était de l'autre côté et de relier les 2 réseaux. Ça nous permettra aussi de faire le métropole, tout ce qui est métropolitain en interne, parce qu'avoir le réseau à distance c'est intéressant, mais il est aussi bien vital d'interconnecter les différentes structures à l'intérieur. Donc nous avons 50 km de fibres qui va nous permettre de faire des points de sortie et faciliter l'accès aux institutions qui veulent se connecter, que ce soit privé ou public. Avoir le réseau, c'est vraiment intéressant, mais il faut avoir de l'applicatif. Et pour avoir de l'applicatif, il faut savoir où est stocké. Raison pour laquelle le Tchad, qui fait partie aujourd'hui des pays de l'Afrique, qui n'ont pas leur réel data center. Et ce projet va nous permettre d'avoir notre data center, de loger nos données et en même temps de créer aussi de l'emploi et de la richesse. Parce que les data centers, ça nous permettra vraiment de stocker et créer de l'applicatif. Donc ce projet va nous permettre d'interconnecter nos autres villes, va nous permettre aussi en même temps d'installer les data centers et jouer sur l'applicatif et la création de l'emploi et le stockage des données de l'État. Et en même temps, la SOTEL qu'on a beaucoup parlé, que nous vous avons présenté à l'époque, vous nous avez donné la chance de vous présenter notre feuille de route. Et nous avons commencé la structuration. Et après cette structuration, l'État doit faire l'ouverture des capitales. C'est ce qui était suggéré. Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, s'apprête à accueillir la 4e conférence des gouverneurs des provinces prévue du 3 au 4 octobre. Et justement, à 48 heures de cette rencontre, qui sera présidée d'ailleurs par le chef de l'État Idriss Déby Itno, les préparatifs vont bon train. Les délégations arrivent les unes après les autres. 3 membres du gouvernement se trouvent déjà sur place. Dido Mohamed Barka. L'avion de la compagnie Tchadia Airlines avait à son bord 3 membres du gouvernement, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaïbou, Madeleine Alingue, ministre de la Culture et du Développement touristique, et Mariam Mohamed Nour, ministre secrétaire général du gouvernement. Ils ont été accueillis par le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ramadan Irdebou, qui avait à ses côtés quelques proches collaborateurs. Après les honneurs militaires, le ministre de l'administration du territoire et ses 2 collègues se sont retrouvés au gouvernorat pour une brève séance de travail. Aussitôt après cette rencontre, les 3 ministres, accompagnés par le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ramadan Irdebou, sont allés visiter l'hôtel où doit se dérouler la 4e conférence des gouverneurs de province du Tchad, prévue du 3 au 4 octobre prochain, sous la présidence du président de la République, Idriss Déby Itno. La 4e conférence du gouverneur de province du Tchad se tient dans un contexte de pacification avancée dans les zones de conflit intercommunautaires. Notre reporter Nassau Nouditi sur place a quant à lui fait un tour à l'hôtel cadre choisi pour abriter la cérémonie d'ouverture de cette conférence. Suivez. À Abéché Hôtel
cadre choisi pour abriter la cérémonie d'ouverture et de clôture de la 4e édition de la conférence des gouverneurs qui sera présidée personnellement par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Tout est fin prêt. Les chambres réservées aux membres du gouvernement sont identifiées. Autorité des tutelles, des gouverneurs, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaibo, est sur place et veille au grain en multipliant les rencontres et réunions préparatoires. La province du Wadaï va accueillir la 4e édition de conférence du gouverneur et la première sous la 4e République. Pour nous, en notre qualité de ministre en charge de l'administration, en présence de tout le gouverneur, je crois que les orientations vont être très précises. Il y aura un fait de route pour tous les gouverneurs, à leur tour qui vont répercuter à leur département et dans les différentes souscriptions. Nous avons vécu beaucoup d'événements qui sont très douloureux, conflits intercommunautaires qui n'est pas du tout de tradition des Tchadiens. C'est un phénomène qui commence à nous embrasser et quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Donc c'est une des problématiques qui vont être vraiment abordées et analysées dans les 48 heures qui suivent en pleine conférence ici. En 6 de la 4e édition de la conférence des gouverneurs qui aura lieu du 3 au 4 octobre, Abéché servira de cadre ce jeudi 3 octobre à la tenue d'un conseil des ministres. Abéché sera ainsi la 2e province du Tchad à abriter un conseil des ministres hors de N'Djamena, la capitale, après celui tenu à Amtiman dans le Salamat en 2014, en marge des festivités marquant le cinquantenaire du parc des Akoma. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a lui aussi visité quelques sites qui devront abriter l'événement. Dido Mohamed Barka. La capitale du Darwadaï, ville historique, légendaire et enthousiaste, tout est fin prêt pour l'ouverture de la 4e conférence du gouverneur de province du Tchad, un événement qui sera présidé par le président de la République Idriss Déby Itno, qui se tient dans un contexte particulier. L'ordre et la paix, ce sont là le thème majeur qui seront débattus au cours de cette 4e conférence du gouverneur de province du Tchad du 3 au 4 octobre prochain à Abéché. Hormis cet événement, plusieurs autres réunions sont prévues, notamment la tenue du conseil ordinaire de ministres. La 4e conférence du gouverneur de province est la toute première sous bien évidemment la 4e République. Au niveau de la ville d'accueil, les préparatifs vont bon terrain. D'après le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, qui a fait un déplacement pour contrôler l'état des préparatifs. Notre capacité qui est dans la province, on a déjà préparé cet hôtel pour accueillir nos hôtes en ce qui concerne l'hébergement, le transport, aucun problème. Notons que certains gouverneurs de province sont déjà à Abéché pour la 4e conférence. Une mission conduite par le directeur général adjoint de l'ONAMA se trouve également à Abéché. Dans la province du Wadaï, le directeur général adjoint de cet organe de presse publique a installé le nouveau chef de la station provinciale d'Abéché. La cérémonie d'installation a été suivie d'une réunion de travail. Youssouf Abderrahman. Nommé au terme du décret 11-15 du 31 juillet 2019, le nouveau chef de la station provinciale de Wadaï, Ahmad Daoud, a été installé par le secrétaire général de la province de Wadaï, Mohamed Abdelkarim. Il remplace à ses postes Senis Abdelaziz. La passation des services s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de l'Office national des médias audiovisuels, Djibril Mohamed Adam, et ses collaborateurs. Le directeur général adjoint de l'ONAMA appelle le nouveau chef de la station à une synergie d'action pour relever le défi, car selon lui, la province de Wadaï est l'une des provinces où le gouvernement accorde beaucoup de priorités en matière de communication. Djibril Mohamed Adam demande au nouveau chef de la station provinciale à une gestion rationnelle. Le chef de la station sortant affirme avoir géré la station avec le professionnalisme et demande à ses anciens collaborateurs d'observer le même élan au nouveau chef de la station. Pour le secrétaire général de la province de Wadaï, la radio et la télévision sont des vecteurs au service du développement
et de la cohabitation pacifique. Conscient de la tâche qui lui attend, le nouveau chef de la station provinciale de Ouaddaï, Ahmad Daoud, s'est dit prêt à relever le défi avec l'aide des autorités provinciales et de ses collaborateurs. Après la cérémonie d'installation, la délégation de l'ONUMA a tenu une réunion d'échange avec le personnel afin de faire mieux passer le message de la nouvelle démarche de l'Office national des médias audiovisuels. À Adré, dans le département d'Assonga, le secrétaire général Mohamed Issa Abakar a présidé une cérémonie de décoration des forces de défense et de sécurité, et ce grâce aux multiples efforts pour le maintien de la sécurité. Jarabé Sylvain. Ils étaient au nombre de 7 officiers des forces de défense du département d'Assonga à bénéficier de cet acte de chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du département d'Assonga, Mohamed Issa Abakar, en présence de plusieurs corps kaki et bien d'autres invités de marque. À écouter le secrétaire général du département, cet acte de mérite de chef de l'État à l'égard de ses concitoyens n'est pas pour la première fois. Il félicite les bénéficiaires tout en encourageant les autres à plus de vigilance et au travail bien fait afin d'atteindre eux aussi ces barèmes. Le secrétaire lui demande d'avoir un comportement digne d'un officier. Mohamed Issa Abakar a en outre invité les heureux récipiendaires à poursuivre sur la même lancée. Son Excellence Idriss Déby Itno n'a jamais fait un choix au hasard. Vous êtes appelé à servir à Adré, c'est pas pour rien. Vous êtes connu partout et vous êtes choisi d'être ici dans les zones opérationnelles OPES. Donc je demande à tout un chacun de garder le même élan. Ce n'est pas seulement qu'aux gens de l'OPES, c'est de l'ANS, c'est de la police, c'est de la gendarmerie. Vous avez aussi vos mérites. Après la cérémonie, l'ambiance était bon enfant. Le préfet du département de Kouba, Mohamed Sougui Issa, a officiellement pris fonction. Il a été installé par le gouverneur de la province du Borkou. Un reportage signé Boussou Kigué-Fermant. C'est au terme du décret numéro 1372 par PR par MATCDT par 2019 du 2 septembre 2019 que Mohamed Sougui Issa s'est lui confié la gestion du département du Kouba. Dans son allocution de circonstance, le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdi Kébir, d'instruire le tout premier préfet du département de Kouba à instaurer l'autorité de l'État à veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, et au respect de la hiérarchie pour le bon fonctionnement des institutions étatiques émanant de son ressort territorial. Mohamed Sougui Issa, nouveau préfet du département de Kouba, a exprimé toute sa gratitude au président de la République Idriss Déby Itno pour la confiance placée en sa modeste personne avant de solliciter le concours de tous dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assises. La remise de l'étendard au nouveau préfet Mohamed Sougui Issa, marquant ainsi la transmission des charges de compétences, ont mis terme à cette cérémonie. En politique, le secrétaire exécutif départemental du mouvement patriotique du salut du Mayo Bonnet, Souleymane Bolom, a successivement installé les membres des bureaux des conseils sous-préfectoraux et communaux de Guy Sédé et Moulkou. Les précisions avec Thomas Ousmane. Les militants, militantes et sympathisants du MPS se préparent pour les futures échéances électorales avec l'installation des bureaux des conseils sous-préfectoraux et communaux de Guissédé et Moulkou. Le secrétaire exécutif départemental du MPS du Mayo Bonnet, par ailleurs chef de mission Souleymane Bolom, accompagné de sa délégation, a procédé tour à tour à l'installation des membres des 10 bureaux. Le chef de mission s'est rendu à Guissédé où une forte mobilisation des jeunes du parti. Dans cette localité, le conseil communal est constitué de 19 membres dirigés par le secrétaire exécutif Mami Geroufaini, assisté de son secrétaire administratif Aloumza Chang. Le nouveau secrétaire exécutif n'a pas caché sa reconnaissance. Vu l'immensité des tâches qui nous attendent pour la réussite de notre parti aux futures échéances électorales, nous sollicitons vos soutiens, collaborations et orientations afin d'assurer une forte mobilisation. La même délégation s'est rendue à Moulkou pour accomplir la même mission. Ici, le conseil communal est constitué cette fois-ci de 40 membres communaux avec pour secrétaire exécutif Kahaï Toudonsou Martin,
actuels maires et 40 membres sous-préfectoraux dirigés par le secrétaire exécutif sous-préfectoral Diakna Galoina. Dans leurs interventions respectives, les nouveaux secrétaires exécutifs sollicitent de tous les camarades le soutien, la collaboration et l'orientation pour une bonne mobilisation des militants. Je fais un appel aux jeunes, surtout vous les jeunes militants du MPS. C'est vous qui faites la force du pays, c'est vous qui faites la force du parti. Le président fondateur du MPS a dit, sans la jeunesse, rien ne va aboutir. Ce conseil-là, ce n'est pas quelqu'un qui va travailler seul. On doit être soudés. Soudés dans le sens qu'on travaille les mains dans les mains. Le chef de mission Suleiman Bolom déclare que la restructuration des bureaux intervient à un moment idéal où les élections se pointent à l'horizon. Il demande par ailleurs aux militants de se mettre déjà en ordre de bataille pour affronter les élections avec sérénité. À la fin de la cérémonie, les militants de PDPT et de l'UNDR ont regagné la grande famille du MPS avec volonté et beaucoup de fierté. Fin des travaux de l'atelier sur les techniques des activités agricoles au profit des femmes des groupements féminins de la province de l'Enedi-Ouest, organisé par les membres de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur à Fada. Cet atelier vise à promouvoir l'autonomisation de la femme. Mohamed Souleiman. Après avoir acquis des connaissances sur la technique des activités agricoles sur l'initiative de la Fondation Grand Cœur, les membres des différents groupements féminins de la province de l'Enedi-Ouest ont bénéficié de matériel agricole. Ceci est un don octroyé par la dite fondation. Ce don est constitué entre autres des moulins à mil, des motopompes, des machines à coudre, des brouettes et bien d'autres accessoires de travail champêtre. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au couple présidentiel. Notre mère, Hinda Debi Itno, au nom de la province de l'Enedi-Ouest, précisément la ville de Fada. Madame le point focal de la Fondation Grand Cœur de la province de l'Enedi-Ouest, Fatouma Younous, tout comme le maire de la ville de Fada, Brahim Bakor Mahamad, ont salué ces gestes louables. Selon eux, ce don vient à point nommé. À travers cet atelier, la première dame Hinda Debi Itno entend promouvoir l'autonomisation des femmes de la province de l'Enedi-Ouest, précise le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Hamid Djumino Djouma. Il a en outre relevé que tout le monde doit en bénéficier de ces matériels. Le préfet du département de Fada a salué l'appui conséquent de cette fondation en faveur des femmes. Quelle est cette mère qui en un rien du temps, avec rien, peut vous revenir toutes ces conditions et vous donner sur place et que allez-y mes enfants. La première dame Hinda Debi Ino qui a eu cette initiative de nous amener à un véritable développement. C'est elle seule. Tout simplement, de fond de notre cœur, merci. Après cette cérémonie, les membres de la mission de la Fondation Grand Cœur ont procédé à d'autres actes de bienfaisance. Ces dons est composé des matériels de sonorisation, des projecteurs vidéo, des livres, des ordinateurs et des panneaux solaires. Plus de 10 000 livres sont incorporés dans chaque ordinateur en version électronique. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de recherche de l'excellence de l'école tchadienne, prônée par les plus hautes autorités du pays. Sortie médiatique du président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Dans un point de presse, Manika Sepalouma lance officiellement le mois d'octobre rose édition 2019 sur le thème alimentation, nutrition et cancer. Un extrait de ses propos. La Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, à l'instar de la communauté internationale, qui mène diverses activités préventives commémorant le mois d'octobre rose, mois dédié à des manifestations de lutte contre le cancer féminin. Notre pays n'est resté en marge. C'est ainsi qu'en octobre 2018, plusieurs activités ont été organisées, notamment le lancement des activités le 4 octobre 2018, le dépistage du cancer, les conférences débats ainsi que la grande marche de l'espoir. 1670 femmes en ont bénéficié et 457 cas se sont révélés suspects de cancer. La confirmation du diagnostic de ces cas suspects n'a pu être réalisée faute de moyens.
l'absence du plateau technique pour la prise en charge des malades du cancer dans notre pays est un obstacle majeur. Je lance un appel aux plus hautes autorités de notre pays, ainsi qu'aux partenaires, pour que les 457 cas de femmes suspectées soient situés sur leur sort. Cette année, la Ligue entend axer ses activités sur la prévention, d'où le thème alimentation, nutrition et cancer. Le 4 octobre 2019, le lancement officiel des activités est prévu au Palais du 15 et sera parrainé par son Excellence Hinda Déby Itno, présidente du conseil d'administration. L'atelier de formation de 30 proviseurs et points focaux de l'enseignement secondaire et scientifique a pris fin au lycée Félix Éboué, une initiative de la Direction générale de l'enseignement secondaire en collaboration avec le projet d'appui au secteur de l'éducation au Tchad. Un reportage signé Adjifanta Brahim. Les points focaux des lycées scientifiques ont pendant une semaine bénéficié d'une formation sur la nouvelle organisation pour bien gérer leur établissement ainsi que les élèves. C'est une initiative de la Direction générale de l'enseignement secondaire en collaboration avec le projet d'appui au secteur de l'éducation au Tchad phase 2. Conscient de votre engouement tout le long de l'atelier, je puis dire avec assurance que les objectifs recherchés sont atteints. Désormais, vous serez en mesure d'expliquer facilement l'importance des sciences dans le système éducatif et la pratique des kits scientifiques dans les classes pédagogiques. La nouvelle technique de gestion des kits scientifiques est une bonne initiative. On a 3 thèmes qu'on a développés. D'abord, la gestion des kits scientifiques qui seront mis à la disposition des lycées, les 30 lycées focaux. Et nous avons aussi reçu les nouvelles techniques de gestion dans les lycées. Nous avons aussi reçu l'organisation et la mission des chefs d'établissement. Donc c'est des choses que nous ignorons, mais maintenant là, on nous a ouvert les yeux. Cette formation permettra aux responsables des établissements de veiller sur l'application et la maintenance des kits scientifiques dans leurs établissements respectifs. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Amat Taha Mahamat Abdoulaye, a présidé au gouvernorat une séance de projection de vidéos suivie de la présentation d'un recueil de photos dénommé des jeunes dans la ville de Bongor. Les détails avec Abdelhadi Mahamat Saleh Babayaro. C'est une initiative de l'association Arwada à travers son projet Jeunes Debout. L'exposition faite par le coordonnateur de la dite association Gargam Walana Joseph et le réalisateur Hervé Vincent vise à immortaliser la vie de tous les jours de ces milliers de jeunes partagés entre les travaux champêtres, les tâches domestiques et les pratiques des petits métiers. Maintenant, il faut que la commune qui nous a autorisés, elle fait la validation. C'est le témoignage de 8 jeunes bien sûr de la ville de Bongor. Et ce travail a été fait avant de faire les photographies. On a d'abord échangé avec la famille des jeunes. On a signé la convention avec les parents et les jeunes eux-mêmes pour ce travail qui sera fait. Et l'objectif qu'on a échangé avec les parents et les jeunes eux-mêmes, les jeunes à Bongor, à Mundou, à Faya, c'est la même jeunesse. C'est les mêmes problèmes qu'on est en train de voir partout aujourd'hui au Tchad, même en France. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Ahmed Taha Mohamed Abdoulaye, a félicité et encourage les travaux remarquables et les efforts dans tous les domaines que mène l'association au profit des couches démunies. Il lui renouvelle tout son soutien et remerciements. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.